Merci de nous regarder. Bienvenue dans votre émission, fidèles téléspectateurs. Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Valéry Ngoïndala. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour, cher Marquis. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Arc-en-Ciel. En fait, les téléspectateurs de Arc-en-Ciel TV. Merci beaucoup, M. Valéry Ngoïndala. La Congolité en RDC pour un baromètre scientifique. C'est le livre qui est le vôtre, que nous pouvons retrouver au niveau de la maison d'édition Lumumba, ici à Lubumbashi. Vous êtes conférencier, vous êtes chercheur et vous êtes auteur de ces livres La Congolité. Pourquoi la Congolité? Est-ce parce qu'on observe un silence total de la part des scientifiques censés nous apporter des solutions aux problèmes sociaux comme celui-ci, ou tout simplement puisque c'est l'un des sujets finalement les plus débattus dans ces pays, par exemple? Le 2, parce que justement, nous en tant que scientifiques, nous sommes là pour éclairer la société. Justement, les politiciens, les gens, ou on peut dire les profanes, peuvent mener des débats de leur manière, chacun selon son point de vue, mais il y a toujours une église au milieu du village, et dans la plupart des sociétés à travers le monde, c'est la science, c'est l'université. Donc c'est les scientifiques qui sont là pour proposer des solutions durables et basées sur la raison et donc sur les faits scientifiques. Voilà. Et ça nous a motivés beaucoup plus, vu aussi ces silences, parce que la plupart, bien sûr, mènent ces débats dans les télés, comme on vient de les faire, ouais, dans les radios, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est ça vraiment la quintessence même de nous, de notre scientificité? Je crois non. Parce que si vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre comment les gens d'outre-mer, ou les Occidentaux en particulier, sont arrivés à pirater ou à fabriquer de toutes pièces nos histoires parce que nos ancêtres n'ont pas écrit. Donc cette question sur la Congolité, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui et qui ne va pas non plus se limiter aujourd'hui. Et donc, que dira nos prochaines générations? Quelles sont les références que les prochaines générations vont utiliser pour encore parvenir à avoir un aperçu scientifique de la question? C'est parmi les choses qui nous ont motivés pour aider les gens à réfléchir au-delà de la politique, mais à réfléchir plutôt scientifiquement et de manière raisonnable pour la pérennisation du développement intégral de notre pays, cher et beau pays, la RDC. Voilà. À la page 12, vous dites que la science devrait être utilisée comme un outil pour mieux comprendre les défis. Et ça signifie que jusque-là, la science ne s'est toujours pas prononcée sur ces sujets. C'est ce que je disais tout à l'heure. La plupart des scientifiques la plupart, j'ai dit, ne se prononcent pas par écrit, mais ils se prononcent verbalement. Et vous avez compris que, je disais tout à l'heure, certains forgent leur opinion en fonction de leurs intérêts personnels, d'autres même en fonction de leur appartenance tribalo-ethnique, d'autres aussi en fonction de leur appartenance politique. Parce que nous avons ces scientifiques-là qui sont aussi des politiciens. Mais la grande question, c'est de savoir qui sont ces scientifiques qui écrivent. Parce que ce que nous bavardons avec vous aujourd'hui, YouTube peut décider de laguer ça sur sa plateforme. Tout à fait. Mais nous, nos écrits, surtout que c'est dans une édition panafricaine basée en RDC, donc les éditions Lumumba, nos écrits vont rester pour des générations futures. Et donc les scientifiques ont vraiment intérêt à écrire. Ça permet de garantir davantage notre autonomie, notre indépendance scientifique et intellectuelle. Finalement, la Congolité en RDC pour un baromètre scientifique, c'est veut alors une voix des 100 voix pour les scientifiques qui ne se prononcent pas jusque-là sur cette question alors. C'est vous qui le dites, je ne sais pas si c'est leur avis, mais je crois que c'est juste un petit apport que nous avons voulu apporter, notre apport scientifique sur les débats. Alors, la Congolité englobe, c'est ce que vous dites dans le livre, ça englobe l'identité, la citoyenneté et l'appartenance. Est-ce pour dire que ces livres, la Congolité en RDC pour un baromètre scientifique, a un lien ou un trait avec, par exemple, la proposition de la loi Tchani ou la Constitution de la République a ses articles portant sur la nationalité congolaise? On peut même citer la loi de 2004 sur la nationalité congolaise et plus loin la loi du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise. Très bien.
Alors, notre livre, justement, en parlant de la congolité, je venais de le dire, ce n'est pas un concept nouveau. Oui. Et donc, nous devons déjà d'emblée distinguer la loi Tchani à la congolité. Très bien. Voilà, la loi Tchani, c'est une loi qui est politique, qui se concentre sur l'aspect politique. On peut dire ça. Donc, la gouvernance de notre pays. Mais ici, nous prenons la congolité dans sa globalité. Comme vous l'avez compris, ça englobe à la fois l'identité culturelle, l'identité ethnique, l'identité politique aussi, et citoyenne. Et donc, aujourd'hui, pour parler de la RDC, on va te présenter qu'il y a plus de 200 tribus en RDC, ethniques comme ça. Donc, c'est pour dire chaque nation a sa manière de définir sa citoyenneté. La manière dont la citoyenneté s'est définie à la congolaise n'est pas la même manière qu'elle s'est définie à l'américaine. Et donc, dans notre parcours, allant de, on peut dire même de notre création ou de la migration bantou à nos jours, il y a ce qui a forgé la RDC. Ce qui a forgé la RDC, c'est notamment ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure, l'identité ethnique. Nous sommes beaucoup de tribus que je ne vais pas citer ici. Dans ces pays, nous formons une seule nation. Et il y a aussi l'identité culturelle. Chacun a sa culture, des danses, chacun a sa manière de guister l'art culinaire. Bref, c'est ce qui fait de nous un peuple. Mais au-delà, il y a aussi l'identité citoyenne. Comment on se définit par rapport à notre nation? Et vient maintenant l'identité politique sur laquelle se focalise la loi Tchani. Donc la loi Tchani n'est pas à confondre à la congolité. Voilà. Alors, comment expliquez-vous par rapport, par exemple, au premier chapitre, contexte historique de la congolité en RDC, comment expliquez-vous votre entendement de la congolité comme étant une identité ethnique, une identité culturelle et surtout politique et citoyenne? Comment l'expliquez-vous? Voilà. Je commence par, d'abord, dès la création jusqu'à maintenant, nous tous, il semblerait que nous sommes venus d'Adam et Ève. Ça, c'est la théorie de la création qui le dit. Il y a aussi d'autres qui disent, voilà, il y a eu le développement, on s'en fout. Mais nous sommes venus tous d'un même père, d'une même mère. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la théorie qui le dit. C'est la théorie scientifique. Nous sommes dans la science. Et pour constituer même les pays, ou l'Afrique de manière générale, il n'y avait pas des régions, des frontières. Les frontières dans la période précoloniale n'existaient pas. C'est juste après, quand les colonisateurs sont venus, qu'ils ont compris que pour diviser ces peuples, il fallait briser leurs liens. Parce qu'un Africain pouvait... Il est solidaire, il est hospitalier. Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par, dans la période coloniale, par mettre des divisions. Aujourd'hui, nous avons des frères tribaux, des mêmes tribus qui ne s'entendent pas, pendant qu'ils doivent se mettre tous sur les défis sociaux, savoir quels sont les problèmes qui se posent dans le pays, mais ils sont là en train de se critiquer nuit et jour, sans résoudre le vrai problème dans le pays. Et même quand quelqu'un a l'action qu'il pose, vous voyez l'autre en train de les saboter, alors que l'action posée va de l'intérêt de la nation. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont ces gens dont le pays a besoin? Nous avons besoin de ces gens qui se disent, voilà, je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, mais je suis d'accord sur ce que tu viens de poser comme acte, parce que ça va aider à tout le monde, mais ça va servir l'intérêt de la nation, etc. Mais comment on arrive à réfléchir? Donc, ce sont des divisions, c'est tout un logiciel que les Belges ont implanté, ont installé dans le cerveau de l'homme noir. Bon, le Congolais, hein, en tous les cas, parce que tout l'homme noir n'a pas été subjugué par les Belges. Ouais. Donc, c'est ces logiciels-là qui nous caractérisent aujourd'hui et pour lesquels il faut vraiment s'en débarrasser. C'est ces logiciels de division qui, les Belges, parce que pour diviser, pour bien régner, là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont réussi les coups parce que normalement, chaque peuple doit lutter pour sa survie. Et chaque peuple, en parlant ici, je parle plutôt d'une nation et non de tribus ou des ethnies. Et ils ont réussi les coups. Et même aujourd'hui, ils manipulent, tous ces colonisateurs-là manipulent les Africains à leur propre gré parce qu'ils ont
pris le temps de se dire, écoute mon frère, nous allons créer les institutions fortes pour commencer. Ils sont en train de dérégler tout, hein. Même les statistiques, ils vous manipulent, il y a ça. Donc, c'est comme ça. Ils sont en train d'assurer leur survie. Mais ce n'est pas à nous de nous dire, eh, nous sommes victimes, nous devons emboîter les pas. Ce n'est pas à nous de commencer encore à nous diviser au lieu de résoudre nos problèmes et s'attaquer maintenant aux Européens ou aux Occidentaux de manière générale qui nous menacent nuit et jour pour leur survie. Donc, je crois que c'est là que la grande question se pose. C'est là que la grande question se pose. Donc, c'est à nous de nous regarder en face. Marquis, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi? Comment on peut faire pour que ces logiciels de division qui a été implantés dans nos têtes, qu'on puisse élaguer? Parce que ces logiciels ne viennent pas de nous. Nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays, nous avons été ensemble avec vous, nous avons vécu les mêmes difficultés avec vous. Nous connaissons bien notre histoire, d'où nous venons, nous tous les Bantous, et nous avons retrouvé nos frères pygmées, nous avons constitué notre nation. C'est ça notre identité, l'identité ethnique. Moi, je ne peux pas te juger parce que tu manges ce que tu m'as présenté tout à l'heure de chez toi. C'est ta nourriture, j'aime. Je n'aime pas, mais je ne vais pas te juger en fonction de ça. Donc ça, c'est l'idiotie, on peut le dire, excusez-moi les termes. C'est l'idiotie de juger quelqu'un pour s'attribuer pour quelque chose dont il n'a pas voulu à la naissance. Pendant que le vrai problème, c'est de se dire, Marquis, ouais, on peut faire ceci, on peut faire cela ensemble, ça je ne suis pas d'accord, oui c'est bon, d'accord. Donc un peu de raisonnement plutôt que des émotions. Voilà. La congolité en RDC pour un baromètre scientifique, je crois que cette intervention a bien donné la réponse à la question de savoir qui est congolais. Lorsque vous définissez ainsi, la congolité est votre entendement de la congolité qui englobe beaucoup d'aspects. Cependant, j'aimerais bien comprendre, avec tout ce que vous venez de donner comme explication par rapport à votre entendement de la congolité, quelle est la particularité de ces livres pour qu'ils puissent constituer enfin une richesse pour cette génération et surtout un avertissement pour la génération à venir sur cette question, le plus débattue d'ailleurs. Très bien. Alors, déjà, il y a un auteur, c'est Le Fur, qui soulignait depuis 1992. Le Fur, cet auteur, il dit « Ce n'est pas la race ni le sang qui ont créé l'unité des nations. C'est plutôt l'effet de la vie en commun sous une même direction politique. La race en fait, je réitère, la race, si la race y a, est le résultat de l'existence nationale et non un facteur originel. Je vais vous donner un exemple. Nous avions en fait l'ancien président Barack Obama, c'était un Africain. Lors de son accession à la tête des États-Unis, nous tous Africains, nous étions très contents. Ouais. Nous nous sommes dit, notre frère est arrivé à la tête de la grande puissance mondiale. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé juste après. Ce même messieurs, et je l'ai dit, sous contrôle de tous ces soi-disant occidentaux et autres, est arrivé à tuer les Africains. Vous avez vu, Kadhafi a été tué durant son mandat. Un Africain qui défend les intérêts de l'Amérique parce qu'il se sent dans la peau de l'Américain. C'est ce que nous aussi nous devons inculquer. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on venait de dire tout à l'heure que la congolité, c'est beaucoup plus facteur de plusieurs identités, notamment l'identité ethnique, l'identité culturelle, politique, etc. Nous sommes, par exemple, dans une entreprise. Combien de gens j'engage qui représentent la nation dans cette entreprise, dans cette institution, dans cette organisation? Parce que nous devons parler le même langage. Un même langage, voulais-je dire. Oui. Parce que nous devons parler un même langage. Alors, c'est pour dire, aujourd'hui, la grande question n'est pas beaucoup plus sur les divisions. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui doit beaucoup plus nous unir, qu'est-ce qui doit renforcer nos liens, et qu'est-ce qui doit beaucoup plus nous aider à nous imposer comme une puissance. Entrons dans l'angle maintenant politique, parce que la science est neutre. De ce que propose M. Tchani, beaucoup de respect. Il a proposé une très bonne loi, ça j'apprécie. Une loi sur la souveraineté nationale, une loi sur la sécurité nationale. C'est bien. Mais, comme vous l'avez entendu dans le cadre de mon livre,
cette loi ne se cantonne que sur l'aspect politique. La loi oublie l'aspect culturel. L'aspect culturel, l'aspect ethnique et tous les autres. Par exemple, la loi aurait des sens si elle peut dire dans tous les cabinets, allant de la présidence à la mairie, au bourgmestre, partout là, on doit y retrouver une représentativité de toutes les ethnies et tribus de la RDC. Ça donnerait plus de sens parce que ça va beaucoup plus faciliter la solidarité, l'appropriation des institutions et même le travail d'ensemble. Mais si vous vous basez exclusivement sur l'aspect politique, c'est là que ça biaise. Vous avez entendu le gens dire que voilà, ça perturbe un peu l'unité de la nation. Et c'est vrai. Mais s'ils pouvaient plus réfléchir sur d'autres aspects, cette loi allait plus avoir de l'importance. Mais au regard de notre histoire, telle que je le disais, c'est toujours important de nous référer au passé. Les logiciels de division que je venais d'évoquer tout à l'heure, c'est un logiciel mal planté chez nous, mal planté franchement. Des tribus, des ethnies qui étaient frères jadis, mais aujourd'hui qui se font la guerre de manière permanente et régulière. En tout cas, bon, je remercie Dieu parce que je ne suis pas de ces gens-là qui réfléchissent très bien dans ma tête. Je ne suis pas de ces gens-là. Mais je voudrais ici interpeller tous les frères congolais, tous les frères africains. En termes de développement d'une nation, la force d'une nation, c'est beaucoup plus la manière dont nous tous nous participons à la cause nationale. La manière dont nous tous nous nous engageons pour défendre notre intérêt national, non nos intérêts personnels, nos intérêts privés, nos intérêts tribaux, etc. Ça ne construit jamais. Et donc, je crois qu'avec ces livres, ça va aider à mieux repenser notre manière de réfléchir, la congolité. Moi, je ne peux pas te juger parce que tu es de telle part, parce que moi, je vais te juger en fonction de ce que tu produis comme résultat. Tu es un bon journaliste, de renommée. Tu travailles dans une chaîne internationale, ça c'est déjà une très bonne chose. Et lorsque j'ai même des choses à négocier avec toi, je ne peux pas te juger en fonction de tes origines. Je vais te juger en fonction de ce que tu as comme valeur à produire. C'est ça la vraie congolité. Parce que ce que tu vas produire va apporter un plus chez moi, dans ma société et au niveau de la communauté congolaise tout entière. Et donc je crois que c'est un peu de cette manière que nous développons ces livres. Mais après, je crois que vous allez y arriver. Il y a tout un baromètre de la congolité. Je crois bien à la fin de l'émission, sauf si les réalisateurs ne les permettent pas, je vais passer les tests. C'est d'ailleurs sur ça que j'y suis. L'avant-propos que vous avez signé vous-même, vous dites que les lois et les politiques sont souvent des sujets délicats qui suscitent des opinions divergentes. Est-ce la raison pour laquelle vous avez initié cette évaluation, ce baromètre individuel d'ailleurs de tout lecteur par rapport à la congolité sur base de son ethnie, par exemple? Voilà. Si vous voyez bien, les livres-ci, en tout cas, a utilisé un langage. Vraiment, il n'y a personne jusque-là qui a lu, qui est touché, ouais. Qui est touché. Donc, c'est un livre pour amener chacun à réfléchir scientifiquement et non émotionnellement. Parce que il y a des groupes WhatsApp dans lesquels je visitais, tu vois l'autre, je suis pour. Parce que il présente une raison, tu te dis, mais finalement, est-ce qu'il comprend les enjeux et les aboutissants? Des questions surtout. Est-ce qu'il comprend vraiment les défis? L'autre dit, je suis contre. Tu te demandes, mais il est contre, qu'est-ce qu'il comprend par là? Est-ce qu'il comprend vraiment les enjeux? Il comprend vraiment les aboutissants et même les défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Donc, c'est pour départager ce genre-là que vous avez initié ces baromètres. Ces baromètres. Comme tous les chacun en lisant, sait se sentir dedans. Il sait juger lui-même, par lui-même. Est-ce que vraiment je suis dans la bonne voie ou dans la mauvaise? Parce qu'en rappelant les contextes historiques, ce n'est pas à ignorer. D'ailleurs, chez les médecins, il y a toujours une phase qu'on appelle l'anamnèse. Donc, qui vise à savoir l'historique de la maladie. De la même façon, la congolité que nous posons aujourd'hui comme, qui nous pose aujourd'hui comme débat, sujet de débat, n'est pas un sujet d'aujourd'hui. On doit faire l'anamnèse pour savoir d'où ça vient cette histoire. C'est là que je condamne les scientifiques congolaises. Ne vous limitez pas dans vos auditoires
J'ai l'impression qu'au Congo, il n'y a pas de scientifiques. Au Congo, il y a des enseignants. Ils se limitent théoriquement. Ils écrivent un article, deux, ils deviennent CT, professeur, etc. Mais le jeune qui travaille, il faut les soutenir. Combien de professeurs m'ont contacté pour acheter ces livres? Ce sont les jeunes de Kinshasa, l'université de Kinshasa, ou des chapeaux. Ce sont quelques jeunes de la diaspora qui ont sollicité mes écrits. Et certains aussi, bien sûr, il y a des professeurs qui ont voulu aussi lire. Je ne refuse pas. Mais je voulais beaucoup plus voir l'engouement dans les mondes scientifiques parce que c'est de cette confrontation d'idées qu'on peut vraiment forger quelque chose de très, très puissant. J'allais même voir 4 scientifiques, 5 Congolais dire, voilà, nous voulons vous associer, on fait un deuxième volume, par exemple. Mais aucun. Chose grave, ils sont là en train d'analyser avec l'œil critique. Oh, ici, vous voulez dire quoi? Oh, vous voyez, c'est toujours cette mentalité de division, c'est logiciel, de ne pas s'apprécier, de ne pas reconnaître que nous pouvons faire mieux qu'en étant ensemble, qui nous divise, qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver le chemin. Chacun de son côté, on cherche, on pleure, nuit et jour. Mais il suffit de se regarder un peu en face et se dire des vérités, reconnaître ses erreurs et recourir à la science qui est notre voie, qui nous guide bien sûr dans le choix de la meilleure solution. C'est ce baromètre sur la congolité que tout lecteur de cet ouvrage est censé lui-même chez Jusier. Sur base se trouve dans le chapitre 2, baromètre de la congolité, et on y répond à 10 questions. En tout cas, ça, je ne vais pas citer toutes les questions, mais tout lecteur devrait s'y référer et y apporter aussi sa part. Par rapport à la réflexion et par rapport à ces livres, la congolité en RDC pour un baromètre scientifique. Alors, de la manière dont la congolité est perçue et vécue en République démocratique du Congo, pensez-vous que ça entraîne un peu une inégalité des richesses, par exemple, sur le plan du partage économique, et que ça impacte pour ces pays, pourtant, un scandale minéralogique et géologique? Exactement. Il y a aussi les problèmes tels que vous l'avez soulevé, socio-économiques, qui peuvent impacter sur la situation de la congolité. Aujourd'hui, c'est assez courant. Vous trouvez des jeunes qui vous disent Tote Kisamboka Tokabolana Mbonku. Donc, ils sont même heureux de se dire voilà, on peut vendre le pays, on se partage l'argent. Pour dire quoi? Il y a un certain niveau où la population ne ressent pas vraiment là. Ça, c'est un constat général. Il n'y a même pas à répéter. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est même en Afrique de manière générale. L'Afrique, c'est un continent très riche, mais où la population est très pauvre. Alors, la grande question, c'est de savoir comment on peut parvenir à déjouer les jets. Ce n'est pas en se plaignant. Les Occidentaux, les Américains, tous ces gens qui viennent chez nous là, et sont là pour la survie de leur nation. Je m'étonne parfois quand je vois des gens, soi-disant influenceurs, parler au nom de l'Afrique, oh, pourquoi l'Afrique ne fait pas ceci, oh, pourquoi... Mais, excusez un peu, moi j'ai souvent été très direct, c'est un peu idiot. Les Occidentaux, les Américains, tous les autres travaillent pour leur survie. Nous sommes dans un monde où si tu ne te bats pas pour survivre, tu tombes. Vous avez été témoin de ce que le président de la Russie, il a dit, pour que je mette à terre la France, il suffit de libérer les pays sous sa domination en Afrique. C'est pour dire quoi? La France dépend de nos richesses, dépend de ce que l'Afrique lui offre, mais c'est de ça que la France doit survivre. Elle fait ça pour survivre. Mais nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons? Nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons pour contourner ces plans? Ce n'est pas en dénonçant, mais c'est en travaillant. Et pour travailler, il nous faut des leaders. Mais chaque leader qui arrive, oh, on commence à les juger selon sa tribu. On commence à les juger. Au lieu de se dire, ouais, c'est un humain, il a ses qualités, il a ses défauts. On se met tous ensemble, on forge des efforts communs pour relever les défis. Non, en Afrique, ça n'existe pas. En Afrique, et il faut voilà, agir selon les affiliations tribalo-ethniques, etc. Pourtant, ça, c'est un grand défi et c'est ce qui met à terre notre continent, qui met à terre notre pays. Et ça doit vraiment nous interpeller pour changer la donne. Parce que ce n'est pas en se plaignant, ce n'est pas
en incriminant les autres qu'on arrivera à guérir nos maux. C'est vrai que la situation socio-économique peut impacter également. Monsieur Valérie Ngoïndala, nous vous disons un grand merci pour avoir accepté notre invitation. Merci, cher Marquis, ça a été un grand plaisir. Merci de nous avoir aussi regardé, fidèles téléspectateurs, au prochain numéro.